Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, en tête à tête, nous allons discuter avec un sociologue qui dérange. C'est pas la première fois qu'il est notre invité, notre ami Frédéric Boiron. C'est dans la foulée d'une décision importante annoncée par les autorités américaines concernant l'ancien président Joseph Michel Martelly. On va décortiquer cette histoire avec Frédéric Boiron, qui a publié cette semaine sur les réseaux sociaux une tribune pour quasiment s'en prendre aux Américains, mais aussi aux Canadiens, et à une forme d'assistance internationale. Mais d'abord et avant tout, introduisons Frédéric. Frédéric Boiron, merci d'être là et bienvenue. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, avec plaisir, comme d'habitude. Je considère que je suis un habitué. Ah, absolument, et c'est le cas. Frédéric, tu étais à la tête d'une résistance contre Michel Martelly pour empêcher au moins à Michel Martelly, suite Mickey, de venir au Canada. Ensuite, ça a pris aussi d'autres ampleurs. Quand on parle d'une mobilisation, c'est toute une campagne de résistance. J'ai été étonné de voir à quel point tu es insatisfait de la démarche américaine. Qu'est-ce qui te dérange dans la décision des autorités américaines? Bon, en fait, Michel Martelly est un homme qui dérange depuis des années et ce qui me dérange, c'est que tout simplement, il est sanctionné. Il a reçu une sanction. Le Canada aussi l'a sanctionné. Le Canada a sanctionné Michel Martelly en 2022, en novembre 2022, une sanction officielle selon la, la structure qui avait été mise en place pour sanctionner les politiciens, les hommes d'affaires haïtiens qui contribuent à la violence en Haïti et aussi au trafic de drogue, la corruption au trafic de drogue. Michel Martelly, comme tu l'as dit précédemment, avait été interdit de rentrer au Canada en 2019, en mars 2019, et ça avait fait boule de neige au Canada, pardon, aux États-Unis et en France. Donc oui, effectivement, le mouvement avait pris beaucoup d'ampleur. Et ce qui arrive maintenant avec cette sanction américaine Mhm. qui dit clairement, contrairement au Canada qui dit que Michel Martelly est lié à des gangs qui font du trafic de cocaïne, la sanction américaine dit que Michel Martelly lui-même est un drug dealer, est un narcotrafiquant. Mhm. Donc, c'est quand même pas une petite décision. Elle est basée sur le Executive Order, un décret pris par Joe Biden en décembre 2021, le 15 décembre 2021, qui est le décret 14059, Mhm. qui punit, je vais te le dire en anglais, Executive Order 14059, imposing sanctions on foreign persons involved in the global illicit drug trade. Donc, c'est un executive order, c'est un décret qui punit les étrangers qui font du trafic de drogue de toutes sortes, mais spécifiquement dans le cas de Martelly, de cocaïne, qui amène de la cocaïne aux États-Unis, Le territoire américain. sur le territoire américain. Ce que le décret dit, c'est que c'est un crime majeur parce que il a un impact sur la vie, la mort et la vie. C'est ça. C'est une drogue qui donne la mort. Ça a un impact sur la qualité de vie des familles, des personnes qui consomment de la cocaïne. Et c'est un élément extrêmement important pour les relations internationales des États-Unis de ne pas avoir des pays qui transfèrent ou qui supportent que la drogue soit transférée aux États-Unis. Donc, c'est pas un vol de dépanneur. C'est une affaire majeure, c'est une grosse affaire. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que ça a été annoncé je crois, autour du 20 août que ça a été annoncé dans ces eaux-là. Absolument. Et, et puis, depuis ce temps-là, au moment où on se parle,
toi et moi, Pierre-Emmanuel, il n'y a, Michel Martelly n'est pas accusé. Il n'est pas interpellé. Il n'a pas été présenté devant un tribunal. Il n'y a Euh, aucune démarche haute qui a été engagée. Il n'y a aucune démarche qui a été faite et il est en liberté. Compte tenu de la gravité du crime, on est en droit de se poser la question de quel statut, de quel privilège jouit Michel Martelly pour qu'il puisse se retrouver encore en liberté après une accusation aussi majeure que celle-là. Alors, c'est ça ta question, c'est pourquoi j'ai cette insatisfaction, même cette colère, c'est de voir qu'un individu qui a commis un crime qui est une atteinte à la vie de citoyens américains puisse se promener en toute liberté Mais, chez les Américains. mais en même temps, Frédéric, tu sais que Michel Martelly était l'homme des Américains. Est-ce que ta question va jusque-là? Est-ce qu'on serait encore en train de protéger Michel Martelly? Parce que comme président de la République, on sait que Michel Martelly, on sait les conditions dans lesquelles l'élection de Michel Martelly s'est déroulée, et on a vu quasiment une administration américaine porter à bout de bras Michel Martelly. C'est la première fois qu'un ambassadeur américain, en fait, de mémoire d'hommes, de journalistes, etc., qu'un ambassadeur est monté au créneau pour venir défendre un citoyen, d'autant un président haïtien, pour essayer de convaincre qu'il n'est pas un citoyen américain. C'est-à-dire, c'est une administration qui a été portée à bout de bras. Est-ce que, quelque part dans ton questionnement, tu n'es pas convaincu que cette décision annoncée est de la poudre aux yeux? Mais il n'y a aucune raison de faire une annonce comme celle-là à ce moment-ci pour être, Pour pour épater la supporter galerie. Michel Martelly. Donc, Michel Martelly était déjà supporté par les Américains. On n'avait pas besoin de nous mettre ça dans la face pour qu'on s'en rende compte. D'accord? Oui, effectivement, on connaît l'histoire des élections. Elle a été longuement racontée, elle est longuement documentée, comme quoi que effectivement Michel Martelly n'était pas élu, il a été sélectionné, il a été choisi par les Américains, les Canadiens, l'ONU pour diriger Haïti. Pour moi, Michel Martelly n'était pas un président d'Haïti, c'était un employé du gouvernement américain, du Canada et de l'ONU qui a été placé là pour diriger Haïti. C'est comme ça que je l'ai toujours présenté, c'est comme ça que je l'ai présenté dans le texte dont nous discutons encore aujourd'hui. Maintenant, je rappelle aussi dans ce texte que Manuel Noriega, qui était aussi l'homme des Américains au Panama, Manuel Noriega était sur le payroll de la CIA depuis le début de 1950, dans les années 50. Il était sur le payroll des Américains. Et les Américains vont réaliser, le Sénat américain va avoir une commission sur le Panama qui va réaliser que Manuel Noriega travaillait en même temps qu'il travaillait pour la CIA, il travaillait pour le cartel de Medellín et il travaillait pour Pablo Escobar. Et Les on Américains, dit qu'il déstabilisait l'administration Torrijos exact, des négociations avec Carter. exact. Et Mhm. donc, il s'était imposé aussi comme dictateur. Et puis, bon, le président qui était là avant lui est mort dans des circonstances nébuleuses. Mhm. Et donc, Noriega, l'homme des Américains, va se retrouver que en 19, je ne me rappelle plus à quelle année, bon, ça me reviendra, les Américains vont envoyer 24 000 Marines aller chercher Noriega, qui était leur employé. Mhm. Donc, Michel Martelly est un employé des Américains et à un moment donné, comme dans tout emploi qu'on occupe, quand l'employeur est insatisfait, il va vous congédier. Et Michel Martelly, aujourd'hui, vient de recevoir son avis de congédiement, mais je pense que le congédiement n'est pas complété parce qu'on ne peut pas dire une telle chose à propos d'un ancien président d'Haïti qu'on qualifie de criminel, c'est un crime majeur, et qu'on le laisse en liberté. Donc, pour moi, au-delà de la possibilité qu'il soit encore protégé par les Américains, ce dont je doute, parce que s'il était protégé par les Américains, on n'aurait pas divulgué cette information. Parce qu'il ne faut pas oublier, Pierre-Emmanuel, nous sommes en période électorale aux États-Unis, que quand la communauté locale
en Floride, en fait, la communauté de l'État de la Floride et particulièrement la communauté de Miami où vit Michel Martelly va commencer à ruer dans les brancards. Je pense qu'au niveau électoral, c'est pas un bon move de dire ça maintenant. Haïti ne fabrique pas de la cocaïne, on est mieux, au-delà de toutes les considérations, on est dans une dynamique de crime transnational aussi. On va revenir à cette question, puisqu'à un certain moment, tu évoques des liens. Que Michel Martelly soit désigné comme trafiquant de drogue. Haïti ne produit pas de cocaïne. Donc, regard tourné vers la Colombie. Hein? La Colombie, tu évoques la mort de Jovenel Moïse. On va revenir sur cette question, Frédéric. Mais d'abord, restons-en au lien établi entre l'administration Obama, entre Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, etc. Euh, Fondamentalement, qu'est-ce qui était derrière l'opération Michel Martelly? En fait, ça reste des choses que toutes les hypothèses sont bonnes. Mhm. La première chose que, évidemment, moi, qui écrit sur la démocratie, je n'ai pas la même interprétation que d'autres qui ont d'autres champs d'expertise. Il y avait, il y a toujours eu Mhm. en, Haïti, en Amérique, dans l'espèce d'esprit de la doctrine Monroe, il y a toujours eu une peur de la gauche. Toujours. Mhm. Et les partis de gauche en Haïti, on peut les nommer, les Lavalas, etc., prétendus de gauche, hein, parce que je ne veux pas coller des étiquettes à des gens qui avaient une idéologie puis qui ne l'ont pas quand ils arrivent au pouvoir. Il y avait des partis qui avaient des idéologies de gauche et la politique américaine a horreur de la gauche et a horreur de tout ce qui est, je dirais, pro-développement, pro-portée Toute dynamique progressiste. progressiste. Mhm. Je rappelle souvent que, évidemment, dans la diaspora haïtienne et même en Haïti, il y a une certaine admiration pour Barack Obama, pour des Mhm. faits historiques, etc. Mais je rappelle aussi souvent que je peux que Barack Obama est un président américain. Et s'il y a un président américain qui a fait mal à Haïti, c'est Barack Obama. Beaucoup plus mal à Haïti que Donald Trump, Biden et les autres. Ça a été catastrophique, Mhm. Bon, cette période-là. ça c'est un autre débat qu'on analysera d'ailleurs, puisque avec les élections américaines, on va avoir le temps de jeter un coup d'œil sur quelle politique américaine pour Haïti. OK? Ou en termes de rapport historiquement vertical, est-ce que finalement, on va pouvoir établir un rapport horizontal Mhm. dans les relations haïtiano-américaines? Mais pour rester dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, le tout s'entrecroise. Mais Frédéric, moi, il y a à un certain moment une chose qui a retenu mon attention, c'est le lien que tu as établi entre la politique américaine en Haïti et la politique canadienne. Euh, Parce que le Canada a été, si on veut, le premier à donner le ton par rapport à Michel Martelly. Et beaucoup de secteurs avaient applaudi, mais là aussi aujourd'hui, tu démontres une certaine insatisfaction. On a l'impression que tu tires dans toutes les directions là. Bon, il faut tirer dans toutes les directions parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il faut tirer dans toutes les directions. Ce que je dis par rapport au Canada, le Canada va sanctionner Michel Martelly en novembre 2022 et ne dira pas que Michel Martelly est un narcotrafiquant. On va dire que Michel Martelly supporte le travail des gangs qui font du trafic de cocaïne, de la violence, du kidnapping, etc., des viols et tout, hein, qui mettent le pays dans cet état de violence. Et le Canada, sa sanction est de dire deux choses. Si Michel Martelly a des biens au Canada, ils seront gelés, ce on peut présumer qu'il n'en a pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il est interdit de territoire au Canada. Mais le Canada peut se permettre ça comme sanction parce que le crime en question n'est pas commis au Canada. Mm -hmm. Maintenant,
mon insatisfaction par rapport aux Américains, c'est que les Américains disent, ce n'est pas un gars qui utilise les gangs pour faire du trafic de cocaïne. C'est un gars qui est lui-même un narcotrafiquant. Ce n'est pas un gars qui fait du trafic de cocaïne avec un pays tiers. C'est un gars qui fait du trafic de cocaïne entre Haïti et la Floride. Donc, j'ai entendu des gens dire, oui, mais le crime ne s'est pas produit aux États-Unis, donc il peut rentrer chez lui, etc. C'est faux. Le crime, l'impact du crime est aux États-Unis. L'impact néfaste et funeste du crime est aux États-Unis. Ah Donc, non, les non, mais c'est... victimes, Oui, mais et puis Frédéric, ça ne fait aucun sens. C'est comme commander un attentat aux États-Unis, mais le gars n'est pas aux États-Unis. C'est... voilà, Non. voilà. J'ai entendu, évidemment, Michel Les Martelly, arguments qui ne tiennent pas la route. c'est ça, il a ses amis qui font la propagande, mais bon, ça ne tient pas, comme tu dis, l'exemple est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune raison d'aller chercher Ben Laden. Ah, Donc, oui, et beaucoup d'autres exemples. Et voilà. maintenant, par rapport au Canada, tu estimes que le Canada n'a pas assez fait, n'est pas allé trop loin, devrait faire un pas de plus. Qu'est-ce que tu En as? fait, non, c'est pas tout à fait ce que je dis. J'ai toujours dit que Mhm, le Canada avait été approché par les Américains pour prendre le leadership sur Haïti. mhm, Donc, l'information, ce qu'on sait maintenant, parce que Mélanie Joly a fait un tweet, elle se félicite aujourd'hui que les Américains ont suivi l'exemple du Canada. Mais c'est quand même presque un an plus tard ouais, que les Américains vont embarquer. Évidemment, eux aussi ont leur raison d'embarquer plus tard. Ils ont peut-être des contre-vérifications à faire et ils doivent aussi tenir compte de l'impact politique d'une décision comme celle-là. Qu'on le veuille ou non, c'est un ancien président. Donc, les choses doivent. Il y a peut-être des considérations qui nous échappent. Mais moi, ce que j'avais toujours reproché au Canada, c'est que le Canada qui s'est retrouvé, qui s'était invité à plusieurs reprises à la CARICOM, par exemple, n'avait pas réussi jusqu'à présent à prendre sa liste de personnes sanctionnées et à encourager d'autres pays à sanctionner sur la base de leur propre information. mhm. Donc, le Canada a sanctionné pas loin d'une trentaine de personnes et c'est maintenant aujourd'hui qu'on voit qu'il y a quelque chose de transversal qui se passe. Est-ce que ça va pousser d'autres et même peut-être vers une résolution des Nations Unies en ce sens? Parce que ça fait longtemps qu'on nous promet une liste des Nations Unies concernant des personnes, une liste exhaustive qui serait longue comme le bras concernant cette histoire. Mais juste avant, il y a une petite liste qui est sortie. Il y avait une petite liste qui était sortie, il faut le dire, mais comme tu dis, toujours à mi-chemin entre dénoncer et agir. Mm -hmm. Ouais. Euh, Il faut pas non plus donner plus d'importance que ça a à une liste de l'ONU. c'est vrai. La première personne que l'ONU avait mis en sanction, c'était Jimmy Cherizier Barbecue. Bon, Jimmy Cherizier n'a probablement même pas un passeport, encore moins des biens aux Ah États-Unis, oui, en Canada, etc. c'était Donc, la grande plaisanterie. c'est une grande maison. D'accord? Donc, c'est pas sérieux. Et sans donner du crédit à Jimmy Cherizier, il dit, nous, on sait où acheter nos armes. On n'a pas quitté le pays pour acheter des armes. Exact. Donc, c'est pas Jimmy Cherizier qui est l'acteur Et, principal et il est en train, et à il ce est niveau-là. en train régulièrement de faire voir que les sources existent encore et que les sources Exact. continuent d'alimenter Exact. les gangs. Et Exact. restons-en donc aux Nations Unies, puisque tu as évoqué quelque chose d'intéressant. Euh, Parce qu'on n'a pas donné assez d'ampleur à ce rapport d'experts de l'ONU. C'est un rapport d'experts du Conseil de sécurité qui avait dénoncé déjà Michel Martelly et qui l'avait présenté quasiment comme un chef de gang lui-même. Oui. Avant le rapport d'experts de l'ONU, il y Mmh, a Mario André-Sol, qui est l'ancien chef de la police très bien. d'Haïti. En 2017-2018, il va donner une entrevue au journal Aïbo Post et il va dire que Michel Martelly transporte de la drogue pour les Colombiens. Ah, là, évidemment, le pays dans l'état dans lequel il est, cet article de Aïbo Post passe un peu
dans le vide. Les experts de l'ONU vont débarquer en Haïti à la fin de 2023. Ils vont publier leur rapport et ils vont dire ceci dans le rapport. Ils vont dire que Michel Martelly est un narcotrafiquant. Et ils vont aussi dire que Michel Martelly est le fondateur d'un des gangs qui s'appelle Base 257. Et le travail de Base 257, c'est de calmer la rue. C'est d'empêcher toute manifestation contre le pouvoir du PHTK. Et en échange, Base 257 va avoir le champ libre pour commettre tous les crimes qu'il souhaite commettre. Pierre-Emmanuel, j'étais à l'émission Tout le monde en parle et puis on m'a posé la question, sur la question des gangs en Haïti. J'ai dit, ce ne sont pas des gangs, ce sont des milices. À ce moment-là, c'est de ça que je parlais. Je parlais des gangs de Tibois, Grand Ravine, etc., qui sont des gangs qui étaient financés par Michel Martelly, pas par le PHTK, par Michel Martelly. Michel Martelly a une fondation qui s'appelle Rose et Blanc, qui l'utilisait pour financer les gangs que je viens de te nommer, Base 257 et Tiravine, etc., etc. Ils sont dans le texte, la liste est dans le texte. Et ça, ben, le rapport de l'ONU va le dire. Le rapport des experts du Conseil de sécurité, pardon, va le dire. Va dire que Michel Martelly va utiliser ces gangs-là pour faire taire la rue, pour empêcher les manifestations, pour éliminer toute personne qui s'oppose à son régime. Et il va s'assurer, et en échange, il ne va pas les inquiéter pour leurs crimes. C'est ça une milice. Maintenant que je t'ai dit ça, l'autre exemple de milice dans Et l'histoire en d'Haïti. faisant allusion à ça, faut aussi, parce que je croyais que tu allais prolonger avant de terminer, rappeler que Michel Martelly a toujours revendiqué son appartenance au macoutisme. Alors, maintenant, c'est là où j'en suis. Alors, l'autre exemple de milice dans l'histoire d'Haïti, connu, ce sont les Macoutes. Ce sont les tontons Macoutes. Donc, les gangs qu'on voit en Haïti, quand je dis que ce sont des milices et pas exclusivement des gangs, quand je dis que ce sont des milices, c'est parce que ce sont des gens qui sont embauchés, financés par le secteur politique pour leurs intérêts politiques, ou encore par des gens d'affaires, par essentiellement des hommes d'affaires, qui vont utiliser les gangs pour protéger leur monopole. Remarque bien, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, l'économie haïtienne est une économie de monopole. Il faut se poser des Oui, questions. Comment est-ce qu'on peut avoir une économie de monopole? Mmh. Le gars qui vend du fer est le seul à vendre du fer. Le gars qui vend le grossiste Henri est le seul à avoir du riz. Celui qui amène du pétrole est le seul à avoir du pétrole. Les gens d'affaires ont des ports privés. Donc, pour garder des ports privés, pour garder le marché comme monopole, ben, ça prend des gangs pour protéger contre toute personne qui serait tentée de faire de la concurrence. C'est ça des milices. Ce ne sont pas seulement des milices politiques, c'est aussi des milices d'affaires. Donc, c'est ce qui est important de comprendre. Absolument. Des milices privées qui ont des tentacules d'ailleurs un peu partout. Ça va être pour protéger le business au centre-ville, comme ça va être pour protéger la grande villa qui se trouve dans les hauteurs de Port-au-Prince et maintenir les gens à distance. Voilà. Maintenant, si tu regardes, pratiquement tous les partis politiques en Haïti ont leur propre milice. Maintenant, à un moment donné, ces milices-là, on a perdu le contrôle sur ces milices. On a perdu le contrôle sur ces milices qui maintenant sont plus autonomes et capables de revendiquer la volonté de diriger le pays. Donc, quand on entend des discours, des barbecues, de ces gens-là qui nous arrivent avec des discours marxistes qu'ils ne comprennent même pas, qui disent que maintenant ils veulent se faire passer pour des révolutionnaires, pour des travailleurs sociaux et communautaires qui veulent avoir un impact sur la qualité de vie des gens, etc. Ce sont des gens qui sont en train de préparer un discours politique. Ouais. Et étant donné... Ça devrait commencer par arrêter de traumatiser leurs pareils dans les bas quartiers de Port-au-Prince. Oui, mais tu sais, ce genre de discours va toujours trouver preneur. C'est-à-dire que quand ces gens vont réunir j'ai vu des reportages où
on monte barbecue avec un enfant qui est sa protégée, etc. C'est de la De propagande. de toute façon, Frédéric, les gens qui regardent ce type de vidéo avec un peu d'intelligence ou même très rapidement, vous allez voir toute la contradiction entre le bébé sur le bras qu'il va présenter un jour et tout le plaisir d'extravagance, de type d'alcool, de ci, de ça, de etc., qu'il va présenter dans une autre vidéo. Et, Euh, et surtout cette image de cet enfant qu'il va protéger, mais il ne montre pas l'image de cette mère qui a été violée, il ne montre pas l'image de du cet homme qui père a de été l'enfant qui a été exécuté. assassiné. Voilà. Donc, Bon, tu évoques dans cette tribune quelque chose aussi, je le disais au début, qui paraît comme un lien ténu entre la Colombie, hein, la drogue, la source de la drogue, Michel Martelly, Jovenel Moïse président, Jovenel Moïse qui se préparait à publier ou à transmettre une liste de narcotrafiquants. Et là, tu évoques une enquête réalisée par le New York Times qui fait un lien tellement évident entre l'assassinat de Jovenel Moïse et Michel Martelly. ah, tout à fait. La journaliste du New York Times qui va aller enquêter en Haïti, qui va rencontrer les personnes concernées, va dire que, et ça on le savait, on l'entendait, que lorsque les gens sont rentrés chez Jovenel Moïse, sa femme, Martine Moïse, l'a dit, Mhm. ils étaient à la recherche de quelque chose. Et ce que cette journaliste va confirmer dans son enquête, elle va dire que ce que les gens cherchaient, c'était une liste de narcotrafiquants. Cette liste de narcotrafiquants, sur cette liste, il y avait le nom de Michel Martelly et le nom de Kiko Saint-Rémy, Mhm. qui est le beau-frère de Michel Martelly, donc le frère de sa femme, Sophia. Donc, elle dit, c'était la mission, c'était d'aller chercher cette liste. Bon. Alors, maintenant, elle dit ça et, et je te rappelle que Mario André-Sol, des années plus tôt, avait dit que Martelly travaillait pour les Colombiens. Donc là, on commence à coller les morceaux. On commence à coller les morceaux. André-Sol dit que Martelly travaille pour les Colombiens. Le New York Times dit qu'il y avait une liste de narcotrafiquants sur laquelle se trouvait Michel Martelly et les États-Unis sanctionnent Michel Martelly comme narcotrafiquant lié à la cocaïne. Donc, tu sais, dans ma science à moi, la sociologie, quand tu as trois sources différentes, pas des sources qui répètent la même chose, trois sources différentes qui donnent trois informations différentes, tu commences à avoir quelque chose de sérieux dans les Hmm. mains. Les pièces, le puzzle est en train de se mettre en place. Exact. Toi, comme journaliste, Hmm. on te demande d'avoir trois sources avant de donner une information. Absolument. Alors, nous aussi, en sociologie, on nous demande d'en avoir trois. Et dans le cas de Martelly, si j'ajoute le Canada, ça en fait quatre. D'accord? Donc, pour moi, à ce moment-là, dans le cadre scientifique de l'analyse, je peux avec certitude dire que j'ai des raisons de croire, pour reprendre la formule magique du La Canada, formule j'ai consacrée. des raisons de croire, j'ai des fortes raisons de croire que tout ce monde-là a raison, Michel Martelly est un narcotrafiquant. OK. Frédéric, on va maintenant regarder quelque chose de fondamental, c'est-à-dire au-delà de la parole, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est-à-dire, est-ce que tu crois, puisqu'on a évoqué cet aspect national, cet aspect tout haïtien, est-ce que la justice haïtienne devrait se mettre en mouvement contre Michel Martelly? Bon, l'État haïtien est trop faible pour ça. Mais j'aimerais quand même rappeler des choses Mhm. qui figurent dans le texte aussi. C'est le cas de Guy Philippe. Le cas de Guy Philippe, c'est un cas type pour le cas Martin. Guy Philippe, les Américains l'avaient soupçonné de trafic de cocaïne. Ils sont allés le chercher en Haïti.
Ils ont mis plusieurs années à le chercher. Ils sont rentrés avec Guy Philippe aux États-Unis. Ils l'ont amené devant les tribunaux. Guy Philippe est passé à table. Il a plaidé coupable. Il a fait un plea bargain. Il a fait du plea bargaining et il s'est mérité une sentence de 9 ans de pénitencier, plus 3 ans de probation et une amende de 1,5 million de dollars pour trafic de cocaïne qu'il a admis dans un plea bargain. Pourquoi je dis un plea bargain? C'est très important parce que la sentence maximale pour je pense même c'est minimal, pour le crime en question, c'est 20 ans. D'accord? Donc, lui, il a négocié, il en a eu 9. Le plea bargain, les gens doivent comprendre, c'est des négociations qu'on fait autour de la sentence, de la peine. Exact. C'est pas une entente hors cours, mais c'est une entente qui est faite entre le procureur, entre la défense et le procureur pour éviter justement qu'on gaspille les fonds à aller dans un procès qui peut durer des années et pour l'inculper d'embarquer dans un processus qui peut être très long, dont l'issue est incertaine. Donc, quand on a les preuves, et dans le cas de Guy Philippe, quand il est arrivé et que la couronne a déposé les preuves, ils ont réalisé qu'il y avait 10 personnes qui étaient prêtes à témoigner contre lui, qui avaient déjà fait leur déposition. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. C'est ta parole contre celle de 10 personnes. Donc, il a plaidé coupable. Donc, c'est un crime qui ressemble parfaitement au crime qu'on reproche à Michel Martelly aujourd'hui. Et je dis qu'on a affaire à un président d'Haïti, un ancien président d'Haïti. Je dis, mais Noriega, Manuel Noriega au Panama, était un président en exercice. On a été le chercher de façon encore plus honteuse que la façon qu'on a été chercher Guy Philippe. C'est-à-dire, on a l'habitude, les Américains, pour un crime aussi majeur, ont l'habitude de renverser un président, même s'il n'était pas un président élu, dans le cas de Noriega. Ils sont capables d'aller le chercher dans son pays, même s'il est président du pays, laisser le pays sans président. Ils ont été chercher Guy Philippe, qui quelques semaines avant avait été élu sénateur d'Haïti, élu au Sénat d'Haïti. Ils ont été le chercher, ils l'ont ramené aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas en quoi Michel Martelly pourrait avoir un statut particulier. Comme président, non. Comme ancien président, non. Comme ancien élu d'Haïti, non. La jurisprudence nous montre que les Américains ont l'habitude de faire ce genre de choses. Et ça, c'est quand ils ne vont pas directement exécuter les gens chez eux. Suivez le regard de Frédéric. Oui, c'est ça. Frédéric, on va très rapidement évoquer les élections américaines très rapidement. Est-ce que dans toutes tes attentes par rapport à Haïti, j'ai dit qu'on aura le temps de revenir pour discuter de cette perspective des relations haïtiano-américaines, mais est-ce que l'administration de Kamala Harris pourrait être un espoir de changement dans les relations entre Haïti et les États-Unis? Non. Non, parce qu'on a déjà dit ça dans le temps de Barack Obama. Yeah. Et je viens de te dire il y a quelques minutes que le président américain qui a fait le plus de tort, à part Bill Clinton, mais Bill Clinton est hors concours. Bill, c'est le top du top. C'est une classe à part. C'est une classe à part, tu vois. Mais en même temps, tu sais, je te dis Bill Clinton, a ramené Aristide au pouvoir pour ses raisons électoralistes à lui. Mais ce que ça a fait comme mal au pays, pas de ramener Aristide au pouvoir, mais les conditions dans lesquelles on a ramené Aristide au pouvoir, entre autres le Devil's Bargain du riz. C'est Bill Clinton lui-même qui le dit. On a demandé à Haïti d'arrêter de produire du riz pour qu'on puisse lui vendre du riz de l'Arkansas. Et ça. Et je l'ai dit à plusieurs reprises quand j'étais en Haïti, c'est pas du riz Miami, c'est du riz Arkansas. Ça ne vient pas de la Floride. Subventionné par l'État américain pour donner de l'argent à des agriculteurs américains pour vendre du riz de mauvaise qualité qu'on ne donne même pas aux animaux. Il faudra un de ces jours qu'on parle de ce stratagème de dumping. Et pour comprendre ça, il faut toujours se rappeler que Bill Clinton était le gouverneur de l'Arkansas. C'est-à-dire que c'était dans les intérêts américains, ce n'était pas dans les intérêts d'Haïti d'avoir
d'arrêter de faire du riz pour acheter du riz américain. Donc, Je ne sais pas si je vais aborder cette question avec toi parce que j'ai tellement de téléspectateurs et d'auditeurs qui mettent de l'espoir dans Kamala Harris, hein. C'est de la provocation, tu as compris. Frédéric Boiron, c'est le même plaisir d'échanger avec toi chaque fois. Et je dis, avec les dossiers chauds qui arrivent, que ce soit au niveau d'Haïti, que ce soit au niveau des États-Unis, on aura souvent l'occasion d'écouter, de te rencontrer, d'écouter Frédéric Boiron en tête à tête avec nous. Merci Frédéric. le plaisir est partagé, puis à très bientôt. Effectivement, le monde est en ébullition. Il faut rester véatif et ne pas tout prendre pour du vrai, pour du cash. Il y a des choses qu'on nous cache. Et dans le cas de Martelly, dont on discute aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on nous cache. Et, Et notre travail, à toi et à moi, c'est d'essayer de comprendre. exactement. Et de permettre aux gens d'avoir les informations qu'il faut. Et c'est ça aussi, toute la qualité de ta démarche. À bientôt, Frédéric Boiron. J'aimerais juste que tu rappelles aux gens qu'ils peuvent lire le texte en question. C'est Oui, sur www.frédéricboiron.com. Donc, c'est très facile. Sinon, vous rentrez mon nom dans Google, vous allez le trouver. Et le texte s'appelle Michel Martelly, la soubrette des Américains, baisée par ses maîtres. allez, bye bye Frédéric. À bientôt. Bientôt.